Parfait. Nickel. Ouais. Alors, donc c'est le rapport de BlackRock. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Il n'est pas très très long, mais vous allez pouvoir constater en fait qu'il y a eu un vrai changement de vision entre ce qui était dit il y a des années en arrière et aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie valeur en fait qui est perçue et qui est aujourd'hui véhiculée auprès des investisseurs institutionnels. Et l'idée en fait de BlackRock, c'est de populariser un petit peu les plus-values que peuvent apporter le Bitcoin. Donc là, il y en a 3 qui sont présentés à l'écran, mais je vais aller un petit peu à l'essentiel. C'est les problématiques actuelles et ce que peut aujourd'hui apporter le Bitcoin. Déjà, ce qu'ils expliquent ici, pourquoi le Bitcoin a de l'importance et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il déjà, premier cas de figure, c'est de dire c'est hardcapé à 21 millions d'unités. Ça, la rareté, le fait qu'on puisse pas en créer facilement plus parce qu'on peut aussi en créer plus que 21 millions. Hein. C'est faux les gens qui vont vous dire c'est bloqué à 21 millions, c'est pas possible d'aller au-dessus. Je peux vous assurer que si demain il y a un problème pour la sécurité du réseau ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'il y aura une collusion entre les mineurs, les validateurs, également aussi les développeurs et tout pour augmenter le hard cap du Bitcoin. Hein. Surtout On que en ça a parlera. failli arriver, hein. Il y avait un bug, Ouais, ça a failli arriver où justement il y avait la possibilité de créer des nouveaux BTC et que ça a été ouais. patché, juste à temps, mais c'est pas impossible qu'un jour, cette limite elle saute, hein. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, voilà, ça fait partie des plus-values qu'on véhicule depuis maintenant un certain temps et aujourd'hui, c'est reconnu par BlackRock. Donc, 21 millions de Bitcoin. Le fait de dire que c'est un actif qui peut être transporté de partout dans le monde et qui permet de transporter de la valeur, peu importe les politiques, peu importe les frontières à travers l'espace et le temps, même si on est dans un pays corrompu, ça reste quand même un point super important et avec des frais proches de zéro. Quoi. Votre Bitcoin, que vous soyez aujourd'hui en France, que vous alliez en Andalousie, que vous partiez en Chine ou au Japon, en fait, ça change rien. Vous avez vos 24 mots en tête, vous les transportez avec vous. Vos bitcoins, vous les avez même pas bougés. En fait, ils sont stockés sur la blockchain. Et après, c'est de l'endroit où vous allez décider d'extraire la valorisation ou de faire vos transactions. Mais c'est pas la même chose. Si demain vous voulez transporter vos lingots d'or, là vous transportez vraiment physiquement votre lingot d'or. Donc les contraintes physiques sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est Je te une vois vraie bien aussi passer grosse plus-value. je te vois bien passer au portique de l'avion avec ton lingot d'or sous le bras, tu sais. Ouais, Vous bipez ouais, ça c'est un peu monsieur. Ah bah compliqué. attendez, excusez-moi, il faut que je le pose dans le scan. Ah, puis t'as pas le droit, hein. Tu plein de restrictions et tout, t'as clairement pas le droit en Bien plus sûr. de faire ça, quoi. Alors que le Bitcoin, justement, ça permet de le faire avec des frais très très bas, voire proches de zéro. Et également aussi, ce qu'ils reconnaissent, c'est le côté décentralisation, résistance à la censure et le fait que tout le monde puisse y participer, peu importe la nature de chaque personne, que ce soit open source. Et c'est la première fois qu'on a un système monétaire qui est vraiment ouvert, décentralisé et ouvert à tous. Quoi. Ça, c'est vraiment un point super important. Et donc, ils ont mis, en fait, sur leur infographie, les problématiques liées à l'inflation et au debasement, en fait, donc la dévalorisation du pouvoir d'achat avec le temps, avec le bitcoin qui, du coup, est capé à 21 millions, qui permet jusqu'à maintenant quand même de préserver son pouvoir d'achat, voire même d'en accumuler avec le temps, ce qui est super intéressant, avec une inflation qui diminue et qui est divisée par 2 tous les 4 ans avec le halving. La difficulté de faire des transactions à travers les frontières avec un système natif, sans frontières et qui permet de faire des échanges instantanés et de transférer de la valeur presque de manière instantanée avec des frais proches de zéro. Un accès qui est aujourd'hui limité dans le système financier traditionnel et qui est contrôlé par des autorités centrales. Le Bitcoin, justement, donne un accès ouvert, open source et global sur un nouveau système financier. Donc, vous voyez les trois gros points en fait qui sont évoqués par BlackRock. Et là, je trouve quand même que c'est un vrai changement parce que ce discours-là qu'on commence à voir de plus en plus, on est d'accord que ça a été forcément influencé avec le lancement de leurs ETF et ce qu'ils ont mis en avant ces derniers temps. Mais il y a eu un vrai retournement de veste, quoi, parce que c'était pas du tout le discours qui était tenu, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans, quoi, avant l'ouverture des ETF, quoi. Je pense que c'est une bonne chose, ça permet de crédibiliser le Bitcoin aux yeux du plus grand nombre parce que BlackRock, ça reste BlackRock quand même dans les institutions financières et qu'ils sortent un papier comme ça complet sur le sujet, c'est hyper important pour asseoir la crédibilité, aux yeux de tous. Moi, j'attends le papier sur, Ethereum parce que bien sûr, ils ont ouvert des ETF spot Ethereum, donc je pense qu'il va y avoir un papier d'ici, quelques mois sur la même chose.
C'est encore un beaucoup, marketing parce que si les investisseurs ont confiance dans le BTC, ils vont, continuer d'acheter des spots Bitcoin et Mmh. donc eux, ils vont continuer de faire de l'argent. Mais c'est une bonne chose en tout cas. Moi, en tout cas, ce Ouais. rapport, il me fait plaisir à voir et surtout pour une fois, c'est un rapport, comme tu dis, qui est pas décousu et surtout avec un discours qui change complètement et qui va à l'opposé de tout ce qu'il racontait, il y a quelques années. Ouais, c'est clair. C'est clair et là, c'est pas n'importe qui, hein, c'est BlackRock, c'est la plus grande institution du monde, ils gèrent plus de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, donc voilà, c'est clairement pas n'importe quoi. Là, pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent que sur 7 années par rapport aux 10 années, précédentes, le bitcoin a surperformé toutes les autres classes d'actifs, a eu des rendements super importants et sur des rendements annualisés proches de 100. C'est-à-dire que, heu, là, on est clairement sur la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité et que ces performances ont pu être, atteintes malgré le fait que, le bitcoin, a eu pendant, 3 années parmi les 10 qui ont été, analysées, le pire actif. C'est-à-dire que pendant 7 ans, parmi les 10, le bitcoin a surperformé très largement toutes les autres classes d'actifs et pendant 3 ans et en fait, ça correspond à chaque fois aux années de bear market, hein, et pendant ces années de bear market, le bitcoin, ça a été le pire actif parmi tous ceux qu'on connaît. Mais à chaque fois, avec des cycles historiques, le Bitcoin a montré sa résilience et sa capacité à pouvoir récupérer son précédent plus haut après une volatilité extrême lors des périodes de bear market et de bull market. Donc ça, ils commencent à s'en rendre compte et de se dire ah bah ouais, en fait, euh, la vision qu'on pouvait avoir à l'époque en se disant tiens le Bitcoin a perdu en 2011 par exemple, il avait perdu 92% de sa valorisation. En 2013-2014 jusqu'à 2015, il avait perdu plus de 87%. 2017, ça a été 85%. Là, le dernier cycle, 2021, ça a été 82, 83%, peut-être même un petit peu moins. Mais vous voyez, en fait, la volatilité, elle se tasse avec le temps et les institutionnels et vraiment ceux qui ont de l'argent aujourd'hui commencent à s'en rendre compte. Quoi. Ils se disent, la volatilité, en général, ça fait partie de la notion de risque et de ce qu'on doit essayer de contrebalancer quand on est investisseur. Mais là, cette volatilité, en fait, bah, ça vaut le coup, quoi. Parce que même si pendant un an, le Bitcoin a des performances qui sont pires que toutes les autres classes d'actifs. En général, pendant les périodes de bear market, bah, historiquement parlant, ça a été un actif qui les a surperformés sur les années qui ont suivi. Et que, bah, a priori, sur les 10 dernières années, si vous aviez acheté du Bitcoin, vous auriez fait mieux que 100% de toutes les autres classes d'actifs, y compris si vous aviez fait du stock picking en choisissant les meilleures boîtes ou les meilleures entreprises qui ont pu superformer le marché boursier sur ces périodes. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, bah, il vous montre, voilà, les périodes de hausse, avec la volatilité. Là, vous voyez 93 de drawdown, 84, 83, 77 et à chaque fois, bah, les pourcentages de rendement. Donc, heu, la volatilité en crypto extrême qu'on a, c'est le prix qu'on doit payer pour obtenir les performances, auxquelles on est sujet sur ce nouveau marché. Donc c'est un peu le prix à payer, mais on voit que historiquement parlant, ça a été, très payant pour le bitcoin. Ce qui est intéressant aussi et là où je m'interroge un peu et je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs, c'est qu'ils expliquent que le bitcoin a eu une faible corrélation historique avec les actifs traditionnels, notamment, les equities. Donc, ça peut être, les actions et d'autres classes d'actifs. Là, ils l'ont mis, par exemple, avec l'or. Moi, j'avais vu d'autres études qui montraient justement que le bitcoin était plus impacté par la M2 money supply et par les liquidités qu'on retrouve sur, la finance, traditionnelle et que la crypto, de manière générale, était vue comme un actif risqué, comme les actions. Et donc, quand on a de la liquidité facile, en général, les actifs risqués vont avoir de belles performances. Et quand ce n'est pas le cas, bah, on a de faibles performances. Et tout ça, c'est principalement lié à la M2 money supply, au quantitative easing et à l'impression monétaire. Et là, ce qu'ils expliquent, c'est que bah, il y a une faible corrélation euh, par rapport, alors ils l'ont pris jusqu'à 2015, entre le Bitcoin et les actifs traditionnels. Et moi, franchement, c'est là où j'ai un petit doute et je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Euh, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir l'inverse, quoi. Qu'aujourd'hui, on a encore quand même une corrélation importante entre le Bitcoin et les actifs traditionnels et qu'on n'a pas vraiment purement et simplement une décorrélation entre tous les autres actifs. Même si fondamentalement, le Bitcoin, une action Tesla ou de l'or, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir, ou même de l'immobilier. Et peut-être que par la suite, ça se décorrélera vraiment. Mais on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec
le changement de taux d'intérêt ou quand, on a eu des baisses de taux, voilà, le les marchés ont réagi et quand on a une baisse sur les finances traditionnelles, en général, le bitcoin et le marché de crypto, a plutôt tendance à suivre. Là, eux disent l'inverse, donc bah, s'ils le disent, c'est que je pense qu'a priori, ils ont fait leurs études et leurs analyses, mais je reste quand même encore assez dubitatif parce que franchement, de manière aussi empirique et par rapport aux autres études que j'avais lues, c'était pas ce que j'avais observé. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi, Mick, là-dessus? Bah, je pense qu'il y a le côté philosophique où on aimerait que le BTC soit complètement décorrélé des marchés financiers, mais pour moi, c'est pas le cas. C'est pas encore le cas. Peut-être que ça le sera de manière beaucoup plus importante plus tard. Par contre, avoir un graphique qui est orienté avec des chiffres qu'on peut, les statistiques, on peut toujours les orienter dans notre sens. Ça, c'est un principe de base en mathématiques. Et est-ce que ce serait pas une stratégie plus profonde? Et ça, c'est une pure spéculation de ma part, pour dire: «OK, d'un côté, on va vous vendre des ETF sur tout un tas de choses et quand les marchés se portent pas forcément bien, au lieu de vous vendre vous des obligations qui vont, avoir des taux de rendement qui sont peut-être, assez bas, avec des frais qui sont assez bas, pourquoi pas aller vous vendre des ETF sur du bitcoin avec des frais qui sont plus hauts, avec des potentiels de rendement et surtout une volatilité beaucoup plus importante?» Qui serait un petit peu vendu comme, la partie, sécuritaire du portefeuille, tu vois? Au lieu de le mettre en mode, actif risqué, le mettre complètement dans l'autre côté en disant, «D'habitude, c'est plutôt l'or, mais là, il y a des meilleures performances que l'or et il y a moins de risques, il y a moins de risques. Il y a peu de risques», ça serait vendu comme ça, hein, c'est, comme je dis, de la spéculation Mmh. et dire, bah, quand le marché financier traditionnel ne marche pas et bah, c'est le BTC qui marche et du coup, il y a une décorrélation entre les 2. Alors que quand on regarde un petit peu de manière beaucoup plus globale, on s'aperçoit que cette corrélation, elle est quand même encore bien présente. Et je pense que le rapport a tendance à essayer de le vendre un petit peu dans ce sens-là. En disant que vous croyez ou que vous ne croyez pas dans le BTC, bah, c'est important d'en avoir dans votre portefeuille d'actions. Parce que quand votre portefeuille d'actions ne performe pas, bah, le BTC, lui, quand même, il continuera à performer. Tu vois, je pense que c'est plutôt vendu un peu de cette manière-là. Après, il faudrait voir d'où sont sortis les chiffres, comment ils ont été traités et le comparer avec plein d'autres études. Mais d'après ce qu'on voit quand même sur les dernières années sur lesquelles on est en crypto, il y a quand même une corrélation qui est quand même assez forte et même les autres études avaient quand même tendance à présenter cette corrélation de manière assez forte entre les 2. Ouais, c'est pour ça que là, je mets quand même un certain doute, là-dessus. Je sais pas la manière dont ils ont fait, pour présenter en tout cas ce genre de chiffres. Après ce qui est sûr, c'est que quand on est, institutionnel ou quand on investit, on veut avoir des classes d'actifs qui ne soient pas corrélées les unes par rapport aux autres. Quand on a un actif qui surperforme, on veut en avoir un qui bouge pas trop et donc c'est tout ce qui est lié aux matrices de corrélation et donc aujourd'hui, avoir un bitcoin ou un actif qui n'est pas corrélé aux autres classes d'actifs, en plus de ça avec un ratio de Sharpe qui est super élevé pour ceux qui ont fait un peu d'analyse de portefeuille, ça prend tout son sens et c'est là où les institutionnels, vont commencer à se poser la question, quoi. Parce que leur objectif, c'est de limiter le risque. Si en plus de ça, tu peux limiter le risque, limiter la volatilité de ton portefeuille et qui plus est avoir un alpha, donc un rendement supplémentaire sur, les performances que ton portefeuille peut générer, bah, ça, c'est golden, en fait. C'est ce qui est vraiment recherché. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce rapport, c'est qu'il montre par rapport, aux événements, importants qu'on a eus, hein, le conflit avec l'Iran et les États-Unis, le Covid, les élections, l'invasion, de l'Ukraine par la Russie et cetera, avec les performances, bah, des différents actifs, que ce soit le S&P 500, les métaux précieux et le bitcoin, donc l'or et le bitcoin et on voit que, bah, quand on est dans des périodes un peu de peur et de capitulation, le bitcoin réagit beaucoup plus, durement et sévèrement que les autres classes d'actifs. Ça a été le cas pour le covid, mais qu'en général, il a tendance très largement à surperformer le reste, quoi. On le voit, hein, sur 10 jours, c'est un peu difficile de voir une tendance, mais sur, 60 jours avec les moyennes mobiles et tout ce qui s'ensuit, là, on est capable d'avoir une vraie tendance, quoi. Et à chaque fois, bah, on voit que le Bitcoin, surperforme. Donc, c'est intéressant. Après, il parle aussi la possibilité et c'est ce qu'on vous explique depuis un certain temps, bah, que les États aujourd'hui sont énormément endettés et qu'il y a très peu de chances et de probabilités qu'ils arrivent à à rembourser leurs dettes et que le Bitcoin, a une certaine projection, et une certaine, aussi, propension à pouvoir se protéger vis-à-vis du défaut, de certains États vis-à-vis de leurs dettes. Donc c'est ce qui s'explique ici, que je trouve aussi, super intéressant. Et par contre, à la fin, ils disent: «Voilà, il y a, des avantages avec le bitcoin. C'est un actif, qui offre,
des choses auxquelles on n'avait pas eu accès jusqu'à maintenant, avec la possibilité également de limiter le risque sur nos portefeuilles et la manière dont on gère le risque jusqu'à maintenant. Par contre, ça reste encore un actif dit risqué de par, son faible historique, parce qu'on n'a pas les 120 années d'historique, comme ce qu'on peut avoir, en bourse ou bien plus, par exemple avec l'immobilier. Là, ça a à peine 16 ans quoi pour le bitcoin donc voilà, c'est là où ils mettent un peu des, on va dire des pincettes, mais ça reste quand même je trouve, hein, ça reste quand même un rapport, assez élogieux de la part, de BlackRock, envers le bitcoin et il y a eu vraiment un shift de la manière dont c'est vu aujourd'hui, par les institutionnels, quoi.